Bonjour. Donc là pour la conférence, on va vous parler de pieds protégés ou non. Et si je peux. Ah, voilà. Donc pieds protégés ou non pour le confort en fait du trotteur. Donc en premier lieu, je vais vous parler de pourquoi ferrer et pourquoi déferrer. Le déferrage, la performance et la biomécanique. Le docteur Duluer en fait veut vous parler en fait de l'incidence du déferrage et sur l'usure en fait et le confort du trotteur. Après, il va vous présenter en fait l'évolution de la pratique du déferrage dans les courses de trot en France. Et je reviendrai vers vous en fait pour vous préparer à parler de la préparation du pied pour le déferrage. Donc pourquoi ferrer, pourquoi déferrer? Donc les entraîneurs en fait ils sont à la recherche de vitesse et de performance. Donc en fait tout ça en fait le choix de déferrer ou non en fait ça va dépendre de la piste et du cheval selon comment il va se déplacer. Donc dans le trot en fait on va jouer avec le poids des fers pour régler en fait les allures, comme par exemple avec un cheval qui est un peu en bleur ou un poulain, on va chercher en fait à dissocier l'avant-main de l'arrière-main. Donc on va rajouter du poids devant. On va rajouter du poids devant pour cadencer le cheval. Après en fait on peut jouer aussi avec la forme des fers pour limiter en fait les atteintes, comme avec un fer suédois comme on voit sur la gauche, où en fait on va enlever l'éponge du fer afin que ça soit moins dur pour le cheval lorsqu'il y a une atteinte. Puis on peut jouer en fait pour limiter les gestes du cheval, par exemple avec un fer à planche pour freiner le cheval, ce qui va changer le geste. Après en fait les chevaux ils évoluent sur des pistes principalement cendrées, donc c'est des pistes qui sont très abrasives et en fait le déferrage permanent en fait est impossible. Donc après, on sait que plus le cheval va vite et plus il va marcher en ligne devant et il va écarter les postérieurs pour chercher le passage. Donc ça, en fait, c'est source de conflits des fois, d'atteinte entre les membres antérieurs ou entre les membres antérieurs et postérieurs. Donc l'action du déferrage, elle va aussi modifier l'allure du cheval, en fait, en limitant aussi les effets de fléau. Donc ce qui est considéré aussi comme déferré dans le trotteur, c'est l'application de résine, où on va appliquer une résine de protection en fait en guise d'usure, juste pour la course. Donc en fait, un cheval qui vient de sortir de la piste en fait a usé complètement sa résine et c'était un postérieur et surtout en externe. Donc tout à l'heure, on a déjà parlé en fait qu'il suffisait de 70 grammes en fait pour changer l'allure d'un cheval. À noter simplement que 8 clous sur une balance, 8 vieux clous en fait retirés d'un fer usé, ça pèse déjà 12 grammes. Donc il y a une autre étude qui a été faite en fait, mais sur les pur sang anglais en fait, sous la selle. Donc un cheval ferré pieds nus contre un cheval ferré, pieds nus contre un cheval ferré en acier. Donc ça décale le centre de masse du cheval et ça le descend en fait de 2,9 mm pour le cheval et de 3,1 mm pour son jockey. Donc c'est pas la même allure que le trot. J'en conçois, mais on peut peut-être se poser la question quand même si on n'aurait pas des données à peu près similaires. Donc après, le choix va se faire en fait de déferrer pour chercher à gagner de la vitesse et être sur le même pied d'égalité en fait que les concurrents, mais aussi en fait en fonction de l'allure du cheval et de l'attitude et des interactions que le cheval pourra avoir. Donc par exemple, comme sur la photo de gauche, on a un cheval qui est assez infirme en fait, qui est très serré devant et des membres, et qui a des rotations et valgus. Et en fait, le cheval en fait va aller au genou. On peut mettre en fait sur les protections du talc pour prouver ça. Et donc sur la photo de droite, c'est le cheval une fois revenu de piste. Donc on voit qu'il s'est touché un peu partout. Donc sur la photo de gauche, en fait, je vous invite à regarder l'antérieur gauche qui, une fois plié, le pied va directement dans le genou opposé, donc l'antérieur droit. Donc normalement, on a la vidéo, si on peut la mettre. À droite, ouais. C'est à droite, non. Ça, c'est la photo. Ouais. Voilà, c'est là. Non. Ça va pas? Bon, bah c'est tout alors. Bon, sur la photo, en fait, on voit bien le pied se déplacer dans le genou en fait, opposé. Et on voit aussi un effet de fléau juste en bout de course. Donc l'absence de fer et de poids, ça change l'attitude générale du cheval et des membres et du corps entier en fait.
Et l'absence de fer, en fait, ça redonne aussi une sensation tactile au cheval. Et selon une étude du docteur De Brosse, plus on stimule et plus on bloque la remontée des informations. Mais ferré ou non, quand on va vite, en fait, on a une bonne partie des terminaisons nerveuses qui servent à juger les tensions et les pressions qui sont désactivées ou alors ils fonctionnent moins. Donc il n'y a que la partie de la nociception en fait, qui peut perdurer pleinement à haute vitesse, mais ça va être réduit en fait, lors d'inflammation. Donc le déferrage, la performance et la biomécanique. Donc le déferrage, ça améliore la performance, oui, non et pourquoi. Donc on revient à l'étude de Sébastien Corr aussi qu'on a parlé tout à l'heure, que sans fer et sans poids, en fait, la locomotion elle est beaucoup plus efficace. Donc on réduit en fait l'amplitude verticale des membres et du corps entier. Donc en fait on diminue les temps de soutien en augmentant les temps d'appui, et en fait en augmentant les temps d'appui, on augmente du coup les temps de poussée, ce qui fait aller plus vite. La trajectoire de la ligne de dos, elle va rester en fait sur une ligne d'horizon, et en fait on va avoir l'encolure qui va descendre un petit peu dans la ligne du dos. Donc comme ça va permettre au cheval de servir de son balancier naturel qui est l'encolure. Et donc les conséquences, par exemple, sur l'enraînement, on dit qu'un cheval qui est pieds nus, souvent, il va sans rien, donc sans bottines, sans rien, et l'enraînement, des fois, en fait partie. Donc des fois, on peut remettre quand même un enraînement pour aider le cheval à s'appuyer un petit peu à un certain moment de la course, mais souvent, des fois, on enlève aussi l'enraînement. Donc sur cette photo-là, j'ai fait une vidéo avec un cheval au travail, enfin sur ces deux photos-là, et j'ai essayé de saisir deux photos au même endroit sur la piste, à la même vitesse, et au même moment d'appui. Donc sur la photo de gauche, on voit le cheval ferré, et on voit que le cheval sur son antérieur droit a beaucoup plus de flexion du membre et de sa chaîne articulaire en fait, à gauche qu'à droite, que le pied qui est déferré. Donc on voit aussi que le coude est moins haut, et sur le postérieur gauche, on voit aussi un peu plus de flexion et un jarret qui est plus haut. Tout à l'heure, on a parlé aussi de l'augmentation en fait, de 0,7 secondes de gagné en fait, au déferrage, selon une étude suédoise. Et donc, déferrer des 4, ça augmente le risque de disqualification. Donc, au final, en fait, déferrer, ça augmente la performance, mais c'est aussi prendre un risque, donc ce n'est pas toujours signe de performance. Alors, je prends le relais de Grégory, voilà, qui m'a demandé de dire quelques mots sur le trotteur français et les courses au trot. Quelques éléments de contexte sur les conditions et la raison pour laquelle on a commandé cette étude au CIRAL, aux équipes de Jean-Marie Denoy et Claire Moirot, qui a conduit l'étude. C'est le fait qu'effectivement le déferrage est utilisé dans les courses au trot depuis de très nombreuses années. On pense début des années 30 même, donc si loin que ça. Sans qu'on en ait pleinement conscience, parce qu'on n'avait pas de déclaration obligatoire du déferrage dans les courses jusqu'en 2009, où là on a eu une déclaration obligatoire. Les entraîneurs étaient obligés de déclarer le statut de leur cheval à la déclaration de partant 2 à 3 jours avant la course. À partir de 2009, on a pu tracer un petit peu ces habitudes de déferrage et puis prendre conscience que c'était quelque chose qui était de plus en plus utilisé. Par principe de précaution, le trot a décidé d'interdire le déferrage sur les 2 ans et sur les 3 ans en course. Et puis en 2014, il y a eu la création de la commission bien-être animal au trot. Et cette commission a souhaité aller plus loin et se demander, est-ce qu'on a des éléments qui peuvent nous donner cette réponse, de se dire, est-ce que quand on défère un cheval, est-ce qu'on a une incidence importante? Est-ce qu'on a de la douleur qui est générée? Est-ce qu'on porte atteinte au bien-être animal quand on défère nos chevaux? Alors, donc cette étude, elle a été réalisée, donc, comme je disais, par les équipes du CIRAL, avec plusieurs objectifs. C'était d'étudier le rapport entre la pousse et puis l'usure liée au déferrage. Donc, on a regardé d'abord l'usure, et puis ensuite un certain nombre d'incidences du déferrage sur la sensibilité du pied, sur le tissu osseux, articulaire, tendineux, ainsi que sur le confort général du cheval. Donc, on a regardé la fréquence cardiaque, le cortisol, l'adrénaline, etc., afin de savoir ou essayer de déterminer si on suscitait une douleur quand on déferrait nos chevaux en course. Et puis la finalité quand même de cette étude aussi, c'était de tenter de déterminer sur une durée donnée des scénarios à recommander à nos entraîneurs, c'est-à-dire le nombre de courses sans protection et la durée entre les déferrages pour éviter toute atteinte à la santé du cheval et à l'intégrité du pied. Donc c'était aussi, c'est une occasion, c'est utiliser la science pour essayer de légiférer, entre guillemets, c'est-à-dire d'introduire dans notre réglementation des choses qui s'appuient sur des éléments scientifiques.
Alors, je suis obligé de vous dire 2 mots sur le protocole, même si on est pressé un peu par le temps, mais c'est important quand même que vous sachiez avec quel contour l'équipe du CIRAL a travaillé. Donc, c'est une étude sur 6 chevaux qui a été réalisée pendant 6 semaines. On avait un lot témoin qui était 2 chevaux qui restaient tout le temps ferrés, et puis un lot test qui était un lot de 4 chevaux qui, eux, étaient déferrés durant ces 6 semaines, mais une fois tous les 15 jours. C'est-à-dire que semaine 1, tout le monde restait ferré. Semaine 2, le lot témoin était déferré. Semaine 3, tout le monde était ferré. Semaine 4, les chevaux étaient de nouveau déferrés, et comme ça, ainsi de suite. Dans les conditions, ils ont tous été entretenus ferrés entre les travaux. Et puis, on a commencé l'étude environ 4 à 6 semaines après le dernier parage des chevaux. Dans les 2-3 jours précédant l'étude, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place, enfin, c'est l'équipe du CIRAL qui a mis en place des marqueurs radio-opaques à 30 et 50 mm en pince sur les pieds pour essayer justement d'évaluer très précisément ce rapport usure-pouce. On a réalisé également des marques sur la paroi à 30 mm de la surface. Vous verrez, je vous montrerai des photos tout à l'heure. Et puis on a aussi fait des prises de sang en tout début de matinée, en fin de matinée, pour essayer de déterminer les valeurs basales de cortisol et d'adrénaline. Alors le protocole, pour une semaine donnée, on avait le J0, le jour du travail. Alors avant le travail qui s'est fait sur l'hippodrome de Cabourg, il y avait une prise de sang, un examen dynamique aller-retour au trot sur de l'asphalte, et puis un examen sur le tapis roulant à grande vitesse, alors 1 minute à 20 km/h et 1 minute à 30 km/h. On prenait des photos des pieds, on faisait des tests de pression sur la sole et des tests de percussion sur la paroi. Après, on allait travailler nos chevaux. Donc vous avez le détail, j'ai perdu le retour, voilà. Le détail du travail ici, avec un hit, etc., récupération 10 minutes. Parcours sur la piste de Cabourg, qui est une piste en sable, 2800 mètres, premier tour sur le pied d'une 40, une 30, deuxième tour une 30, une 25, en finissant avec une accélération maximale dans la dernière ligne droite. Récupération, déferrage pour le lot test, donc semaine 2, 4 et 6, et puis le parcours ferré tout le temps pour notre lot témoin. Après le travail à Cabourg, prise de sang post-effort, nettoyage des 4 sols, photo des 4 sols, déferrage, et on allait rapidement au CIRAL pour faire un examen scintigraphique. À J+1, examen clinique déféré, comme à J0, examen radio, examen échographique, et puis à J+2, on faisait une IRM des 2 antérieurs. Alors les résultats, tout d'abord sur l'usure. Si on regarde un petit peu les observations et les appréciations subjectives à l'issue du protocole, si on avait des défauts d'aplomb, ils réapparaissent et s'accentuent au cours des déferrages successifs. La sole s'use plus que la paroi, et par conséquent, elle fait ressortir les barres, vous les verrez sur les photos de la diapo suivante, d'où l'importance de la préservation des barres. La sole devient dépressible avec les doigts, c'est-à-dire que ce côté écailleux, cette couche écailleuse de la sole, elle est perdue, et elle se régénère en 2 à 3 jours après l'épreuve déférée. On a une sole qui, c'est important à souligner quand même, on a une sole qui s'use également sur les chevaux ferrés, mais, et notamment, alors dans une moindre mesure, mais notamment latéralement sur les postérieurs. Et donc l'usure du pied est conséquente et paraît plus marquée sur les postérieurs. Vous verrez que c'est objectivé après dans nos mesures. J'ai bien aimé ce matin, j'ai beaucoup aimé la métaphore de Sébastien Corr de la danseuse étoile pour les antérieurs et du joueur de hockey sur les postérieurs, parce qu'effectivement c'est exactement ça, c'est que les postérieurs, comme ils glissent sur nos pistes abrasives, eh bien, ils vont s'user beaucoup plus que les antérieurs. Alors si vous voyez ici les photos pour l'usure, vous voyez que la marque qu'on avait faite sur la S1, c'est la semaine 1, c'est la photo de gauche en haut. On voit la marque qui est assez haute et on a l'impression qu'elle descend, mais ça matérialise l'usure de la corne. De même, les photos du bas, ce sont les marques de clous, on a l'impression qu'elle descend. Vous voyez à droite les photos de la sole, qui est bien écailleuse en semaine 1 et en semaine 6. Vous voyez que les barres sont sorties et qu'on a une sole qui est beaucoup plus dépressible à la pression et moins écailleuse. Sur l'usure toujours, donc là, vous voyez qu'on a 2 radiographies qui sont superposées. On a utilisé nos marqueurs radio-opaques pour objectiver justement à la fois, alors CP, c'est la croissance en pince, vous la voyez ici. RP en bas, c'est le raccourcissement en pince. Et puis AS, c'est l'amincissement de la sole. Alors l'amincissement de la sole, à la radio, il est difficile à objectiver, mais on a réussi à l'objectiver à l'échographie. Et ce qu'on observe, c'est qu'en moyenne, on a un amincissement de la sole de 3,6 mm sur nos chevaux témoins et de 1,9 mm uniquement sur nos chevaux...
1,9 sur notre lot témoin, ceux qui sont restés tout le temps ferrés, et 3,6 sur notre lot test qui a été déferré. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une variabilité inter- et intra-individuelle importante et qu'en moyenne, un déferrage sur la piste de l'hippodrome de Cabourg a entraîné une usure de la paroi en pince de 2,6 mm, ça c'est en moyenne sur les antérieurs, avec des valeurs max presque à 6 mm, et en moyenne 4,2 mm sur les postérieurs, avec des valeurs max pouvant aller jusqu'à 8,6 mm. Alors là, on a vu l'usure, maintenant la sensibilité. Donc là, on a à la pince algométrique, effectivement, on a mesuré la sensibilité de la sole. Sur le graphique que vous avez en bas à gauche, tous les points rouges, c'est le lot témoin, et les points noirs, c'est le lot... excusez-moi, j'ai un problème avec le témoin et test. Pardon, les points rouges, ce sont le lot test, et les points noirs, ce sont le lot témoin, qui sont donc restés toujours déferrés. Et ça matérialise le score moyen de sensibilité mesuré sur ces chevaux-là à la pince algométrique et donc à la sensibilité de la sole. Vous voyez que notre lot témoin, la sensibilité, elle reste très faible et stable au fur et à mesure des semaines. Hein. Chaque colonne grise-rouge matérialise les semaines du protocole et qu'elle augmente au fur et à mesure des déferrages et sensiblement sur le lot test. Ce qu'on peut dire, c'est que les plus grandes augmentations de sensibilité solaire sont au lendemain des épreuves déferrées et sont observées sur les postérieurs, et c'est en rapport avec ce qu'on disait tout à l'heure. Un autre test de sensibilité, c'est la sensibilité pariétale à la percussion. On a le même type de graphique, et vous voyez que sur notre lot test, on a une sensibilité qui est bien supérieure à notre lot témoin. Et la sensibilité donc, pariétale est supérieure le lendemain des épreuves déferrées, en moyenne dans le lot test, alors qu'elle reste constante tout au long de l'étude dans le lot témoin. Cette sensibilité apparaît sur les pieds postérieurs, ou si elle apparaît sur les antérieurs et postérieurs, elle est toujours plus marquée sur les postérieurs. Alors, un autre test de sensibilité, c'est de mesurer la longueur de la foulée sur un tapis roulant à grande vitesse, hein, puisque 30 km/h, ça va déjà très vite sur un tapis. Et là, c'est assez intéressant, c'est que les 6 chevaux, même ceux qui sont restés ferrés, ils ont diminué leur longueur de foulée. Alors ça, c'est dû au fait que comme ils avaient beaucoup d'examens, on a un peu baissé l'intensité de l'entraînement, donc tout le monde a raccourci un petit peu sa longueur de foulée. Mais le raccourcissement donc, entre la semaine 1 et la semaine 6 est bien sûr, et c'est ce qu'on a observé, hein, plus grand en moyenne dans le lot test. On a un raccourcissement qui est de 11 cm de la foulée entre la semaine 1 et la semaine 6, alors qu'il est de 4 cm uniquement dans notre lot témoin. Donc les chevaux vont raccourcir leur foulée le lendemain des épreuves déferrées, et dès le premier déferrage, on a un raccourcissement de 4 cm par foulée, et ce raccourcissement de 4 cm par foulée, ça représente un écart de 25 mètres sur un parcours de 2800 mètres pour le même nombre de foulées répétées. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est donc un facteur de contre-performance, et ça peut être un appel à la raison naturelle pour nos entraîneurs, parce qu'ils deviennent moins performants, donc ils vont se dire « Oh, j'ai peut-être été un petit peu gourmand et j'ai déferré trop rapproché ou trop fréquemment mon cheval ». Je vais aller rapidement sur l'impact sur l'os. On a un impact sur l'os, on a une activité osseuse qui augmente après chaque travail, que ce soit sur les chevaux ferrés et déferrés, mais c'est toujours plus important sur les chevaux qui ont été déferrés. Vous voyez ici une augmentation de l'activité osseuse sur la photo de droite, S2, et notamment sur la phalange distale, par rapport à S1. Donc on peut dire que le déferrage induit des remaniements osseux, de l'inflammation, dans le pied dès la première fois. L'effet est accru par sa répétition rapprochée et perdure dans le temps. On a donc plus d'impact sur les os du pied que sur le boulet. À l'IRM, qu'est-ce qu'on voit? On voit apparaître en semaine 6 un discret œdème de la face pariétale dorsale de la phalange distale. C'est assez discret, mais on voit quand même une différence à l'imagerie. En revanche, on n'a observé aucune modification significative sur l'os à l'examen radio. On n'avait pas du tout de différence au radio. Et on n'avait pas d'inflammation synoviale ou de la bourse podotrochléaire observée à l'échographie. Sur le confort général, pour faire simple, pas d'effet sur la fréquence cardiaque, pas d'effet sur l'adrénaline, pas d'effet sur les lactates. On a juste mesuré un effet significatif entre la semaine 1 et la semaine 2 sur nos chevaux déferrés, mais ça ne s'est pas reproduit sur les autres couples de semaines pendant les 6 semaines du protocole. Donc on peut dire sur le confort général du cheval, ça n'a pas été flagrant, l'incidence du déferrage. En conclusion, sur cette étude,
L'usure en pince induite par un déferrage est égale en moyenne à la croissance de la corne pendant 2 semaines sur les antérieurs et 3 semaines sur les postérieurs, mais ça peut atteindre 4 semaines sur les antérieurs et 5 semaines sur les postérieurs. Donc l'idée et la conclusion de cette étude, c'était de dire, écoutez messieurs du trotteur français, si vous voulez protéger la majorité de vos chevaux, avec les éléments scientifiques qu'on a tirés de cette étude, y compris les plus exposés, il semblerait raisonnable de proposer une durée minimale d'1 mois entre 2 déferrages. Et cela laisserait suffisamment de temps au pied pour repousser et à l'inflammation induite par le déferrage pour se résorber. Alors toujours un petit bémol, hein, on a une grande variabilité entre les chevaux, ça il faut le garder à l'esprit. Mais aussi une autre conclusion, hein, c'est que si la pratique du déferrage n'est pas raisonnée et raisonnable, elle peut constituer une atteinte au bien-être animal. Donc on avait ces éléments scientifiques, on a donc cherché à savoir si nos professionnels utilisaient le déferrage de façon raisonnée et raisonnable. Donc on a fait une étude de population qu'on a commencé en 2015, et chaque année on a regardé comment les professionnels utilisaient le déferrage sur tous nos partants. Alors, ça représente entre 10 et 12 000 chevaux différents chaque année qu'on a regardé. On a regardé toutes leurs courses et leurs statuts, ferrés, déferrés, etc. On n'a pas pris l'année 2020 parce qu'on ne peut pas la comparer. Il y a 54 jours de course où on n'a pas, à cause du Covid, on n'a pas pu courir. Et puis les 2 et 3 ans, comme je vous le disais, comme on n'a pas le droit de les déferrer, c'est interdit, ils ont été exclus de cette étude. Alors, si on regarde le nombre de déclarations de déferrage, comme je vous le disais, les entraîneurs, 2 ou 3 jours avant la course, ils doivent déclarer comment le cheval sera présenté en course. Et ce qu'on voit, alors vous avez ici le vert tout à gauche, qui est un vert un peu clair, c'est 2015, et puis le vert bouteille tout à droite, c'est 2022, et chaque couleur représente les années 2016, 2017, 2018, etc. On a donc sorti 2020. Ce que vous voyez, c'est que le nombre de déclarations de chevaux annoncés déférés des 4, il a sensiblement augmenté au cours des dernières années. On est passé de 31 000 à peu près déclarations de chevaux déférés des 4 en 2015 à 45 000, presque 46 000 chevaux en 2022. Aujourd'hui, ça représente 40,7% de nos partants, déférés des 4. Déférés des antérieurs, c'est assez stable. Déférés des postérieurs, là aussi, on a une augmentation assez sensible. On passe de 15 000 à presque 20 000. Là, on voit... alors, c'est intéressant parce que c'est en contradiction avec une diapo alors, c'est pas tout à fait en contradiction. On n'a pas les mêmes résultats que nos amis suédois. Avec une diapo de Grégory juste avant, c'est qu'on a regardé, vous avez en haut le nombre total de partants. Hein. Alors, on a à peu près 120 000 partants, si on exclut les 2 ans et les 3 ans par an. Ça, c'est les données 2022. Et moi, on a regardé combien on avait disqualifié dans 2 populations distinctes, qui étaient les ferrés des 4 ou les déférés des 4. Et on voit, quand on regarde les pourcentages ici, dans les déférés des 4, eh ben, on a 21,6% de disqualifiés. Et dans les ferrés des 4, on en a 22,4%. C'est très semblable. Et c'est en contradiction avec l'étude suédoise qui disait que quand on est déféré des 4, on a plus de chances d'être disqualifié. Alors, on est sur une population donnée, trotteur français, course en France, 2022. Ce n'est pas la même population que celle étudiée en Suède, mais c'est intéressant de voir qu'on a des discordances. Et puis, du coup, ça m'a donné l'idée d'aller regarder les années précédentes en France, comment est-ce que c'était la même chose. Mais je ne l'ai pas fait encore. Si on regarde un petit peu de déferrage et performance de façon tout à fait chiffrée, vous avez ici, donc on voit bien hein, que les 2 populations les plus importantes, on n'a pas le temps aujourd'hui de parler des plaqués, etc. Je me suis attaché juste aux déférés des 4 et aux ferrés des 4, pardon. Alors là, on constate un impact important. Si on regarde les déférés des 4, on a 29,1% des chevaux qui sont dans les 3 premiers, alors qu'on n'en a que 16% parmi les ferrés des 4. Et si on regarde les gagnants, on a 10,3% de gagnants chez les déférés des 4, alors qu'on n'en a que 4,6% sur les chevaux qui sont ferrés des 4. Si on regarde maintenant le nombre de déferrages, alors ici, pour comprendre ce diagramme, ce que vous avez tout à gauche, qui est très très faible, là, où il est marqué déféré plus de 24 fois, c'est le nombre de chevaux qui ont couru déféré plus de 24 fois dans une année. Donc évidemment, c'est très très faible. Et ce que vous voyez, c'est en fait le nombre de chevaux qui sont déférés plus de 6 fois dans une année, il augmente au fur et à mesure des années. En revanche, le nombre de chevaux qui sont déférés moins de 6 fois dans une année, c'est quelque chose qui diminue. Je vous ai pointé en rouge ici les 15,8% de chevaux déférés plus de 12 fois par an, parce que c'est peut-être sur cette population qu'on va se concentrer pour de nouveau essayer de mieux encadrer le déferrage dans les mois ou les années à venir dans les courses au trot. Vous avez à peu près 47% des chevaux qui sont déférés plus de 6 fois par an au trot, et vous en avez un petit peu moins de 10% qui ne sont jamais déférés.
si on regarde la fréquence de déferrage, maintenant, tout ce qui est à gauche, déferré 100%, c'est les chevaux qui ont couru toute leur course en étant déferrés. Et vous voyez que, en fait, tout ce qui a été déferré dans plus de la moitié des courses, le nombre de chevaux, il augmente aussi au fur et à mesure des années, alors que les chevaux qui sont moins fréquemment déferrés, ça diminue. On a 70% des chevaux, il faut que j'aille vite, j'ai bientôt fini, ça tombe bien. 70% des chevaux qui sont déferrés dans une course sur 2 ou plus, c'était seulement 48% en 2018. Et donc 17% des chevaux sont déferrés dans moins d'une course sur 4, alors que c'était 34%, c'est-à-dire le double en 2018. En conclusion, on a une augmentation du nombre et de la fréquence des déferrages observés durant les dernières années, ce qui suscite donc actuellement au trot un certain nombre d'interrogations pour essayer de mieux encadrer cette pratique, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui... Alors, il y a plein de facteurs qui interviennent, mais c'est quelque chose qui est vraiment net sur ces quelques données chiffrées. On envisage notamment de limiter le nombre de déferrages autorisés sur une période de 12 mois glissants pour essayer justement de réguler ça. Et je repasse rapidement la parole à Grégory pour essayer de terminer dans les temps. Donc on va parler de la préparation du pied pour le déferrage. Donc ça va être assez rapide. Donc la préparation du pied pour le déferrage, elle se fait bien en amont. Et on va, selon le lieu en fait, de vie du cheval, la piste et son abrasion. Donc il n'y a rien de sorcier en fait, on va chercher à protéger, à conserver la sole, les barres et la paroi. Et on va chercher à durcir un petit peu la sole, comme on a vu tout à l'heure en fait que la sole elle était très sollicitée lors du déferrage. Donc on va chercher à durcir en appliquant du formol, certains appliquent aussi de l'essence de térébenthine ou alors on peut mettre une étoupade, donc du goudron avec une éponge et puis une plaque en cuir ou en plastique comme on voit sur la photo droite. Donc après pour le jour J, en fait, on essaye de garder une légère marge en fait en prévision de l'usure qui va se passer. Et puis le hit d'échauffement va se réaliser ferré, 1 à 2 courses avant. Puis après on va passer au déferrage, donc on va essayer de déferrer proprement et arrondir un petit peu les bords pour pas qu'ils soient saillants et éviter que le pied casse de trop. Et puis après on est bon pour aller courir. Donc pour les remerciements, je voudrais remercier Sébastien Cor pour son enseignement et puis l'écurie du Puy pour la logistique et ainsi que tous les collègues maréchaux avec qui j'ai pu discuter pour la conférence. Voilà. Merci.